Bonjour, bienvenue dans votre émission Santé, c'est grave docteur. On est ici avec notre partenaire à la clinique Saint-Luc-Bouge. Et ce mois-ci, on va parler du sommeil. Pourquoi ? Parce que dans quelques jours, on va passer à l'heure d'été. Et le 13 mars, c'était la journée internationale du sommeil. Alors, on va en parler notamment avec le docteur Richard Frognier. Bonjour Richard. Alors, vous êtes somnologue, pneumologue aussi et chef de service. Exactement. Et puis là, juste à côté de vous, Richard, il y a Nicolas, mon collègue, et Caroline. Bonjour. Alors Nicolas, tu vas faire un test du sommeil. Tu as des problèmes de sommeil ? Ben oui, j'ai vu le docteur Legros et selon mes soucis, il m'a dit que ce serait quand même bien de faire un test du sommeil. Ok. Du coup, je te propose de découvrir notre entretien. On regarde ça tout de suite. Bonjour docteur Legros. Bonjour. Alors moi je voulais vous voir parce que j'ai un petit souci en fait le matin, peu importe l'heure à laquelle je vais me coucher, en fait je me réveille systématiquement vers 8h, 8h30 et surtout le week-end, j'arrive pas à me rendormir et je suis fatigué le reste de la journée et ça me pèse un peu. Mais je voulais savoir si justement ce problème-là était déjà un potentiel pour pouvoir faire un test du sommeil. Peut-être pas d'emblée, sauf si vous présentez d'autres troubles concomitamment. Ce que vous me décrivez là est plutôt un problème de rythme, de sommeil, plutôt qu'un problème direct de qualité du sommeil lui-même. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Mais du coup, je rebondis sur ce que vous dites parce que j'ai quand même effectivement la nuit, ça m'arrive de me réveiller aussi parce que je m'agite beaucoup et du coup ça me réveille et j'ai du mal à me réendormir. Est-ce que là par contre... Oui, tout à fait. Ça peut être une explication du trouble en tant que tel. Et si vous présentez des agitations des membres, ce n'est quand même pas tout à fait normal non plus d'en avoir. Oui. Le tout est de voir si ça retentit sur la qualité du sommeil que l'on peut observer en détail à ce moment-là lors des examens qu'on fait ici à l'hôpital, bien entendu. D'accord, ok. Donc en faisant ce test, il y a moyen de voir justement effectivement... Oui, pour confirmation, donc je n'ai pas en cause votre déclaration, vous avez bien cette agitation, mais le tout c'est de voir par cet examen quelle est l'ampleur de cette agitation et est-ce qu'elle est en relation ou pas avec un éventuel problème de fragmentation du sommeil, de diminution de sa qualité, etc. Ok. Outre mon problème, quelles sont les autres indications pour faire un test du sommeil ? Eh bien, un test du sommeil est indiqué dans tous les cas où on suspecte une cause de fragmentation et de diminution de qualité du sommeil. Que ce soit les mouvements dont vous parliez, des mouvements périodiques des jambes, que ce soit aussi des apnées du sommeil suspectées dans le cadre d'un ronflement, par exemple. Voilà, ce sont les meilleures indications. Mais l'examen du sommeil en tant que tel nous montre quand même la qualité ou non des ondes cérébrales dans beaucoup plus d'autres domaines aussi. Par exemple, dans le domaine des douleurs chroniques qui peuvent influer aussi sur la qualité de récupération et des qualités des ondes, mais aussi permet également de mettre en évidence des troubles du comportement pendant le sommeil. Tout le monde a déjà entendu parler du somnambulisme, des éveils confusionnels, des terreurs nocturnes. Enfin voilà, il y a toutes sortes d'indications, c'est assez multiple en fait. Et il n'y a que cet examen qui permet de mettre ça en évidence. Ok, parfait. Merci du coup. De rien. Tu vas voir Nicolas, c'est très très chouette à enlever les petites ventouses qu'on... Oui, j'appréhende un peu ce moment-là. Je te comprends, je confirme. Alors le problème de Nicolas, est-ce que ça peut s'apparenter aux jambes sans repos ? C'est une des hypothèses diagnostiques, Corinne, en fait, oui, effectivement. Donc on a une pathologie qui est quand même fréquente, comme les troubles du sommeil, puisqu'on estime qu'à peu près 30% de la population, même s'il ne le sait pas, souffre d'un problème de sommeil. Donc on a quelque chose qui est un problème qui est hautement prévalent, qui s'apparente à un problème de santé publique et pour lequel il y a différentes maladies qu'on a classifiées en groupes, 6 groupes en fait dans la nomenclature internationale et pour lequel les troubles moteurs, donc les problèmes de jambes sans repos, sont effectivement assez représentés dans la population. On estime que 6% de la population souffre de syndrome de jambes sans repos. Alors, 30% se plaignent de ne pas bien dormir ou effectivement 30% de la population a un problème de sommeil ? Parce qu'on peut se plaindre de ne pas bien dormir sans nécessairement avoir un problème. Tout à fait, on est d'accord. Donc ici, je parle vraiment de problèmes de santé. Donc, un individu sur 3 présente un problème de santé durant son sommeil qui peut lui être préjudiciable, tant dans son fonctionnement diurne qu'en termes de répercussions sur des maladies cardiovasculaires, par exemple, mais aussi métaboliques, sur des prises de poids. Donc l'éventail des problèmes est assez large. D'autres chiffres par rapport au sommeil ? Oui, on a
je vais dire le hit parade des problèmes de santé qu'on rencontre au quotidien. Et là-dedans, vous avez l'insomnie, qui est hautement prévalent en population générale, puisqu'on estime que 15% au moins de la population est insomniaque chronique. Alors, c'est extrêmement banalisé dans la société actuelle. Puis finalement, mal dormir, c'est une société qui est stressante, tout ce qui se passe autour de nous est inquiétant, donc c'est de nature à mal faire dormir. Mais c'est plus que ça, c'est une vraie maladie qui a des répercussions chez les gens qui en souffrent. Et tout le monde n'est pas insomniaque, puisqu'on parle de 15% de la population. Si vous prenez une maladie qui est de plus en plus connue dans la population générale, qui est le syndrome d'apnée du sommeil, les dernières estimations en Europe estiment que 6 à 17% de la population européenne souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil à des degrés divers. Alors il faut nuancer, parce qu'en vieillissant, la maladie est plus prévalente dans la population, mais ça reste, quand on voit le chiffre, un problème qui est majeur, avec des répercussions physiques, santé, mais également économiques. Donc ça représente des milliards pour le diagnostic, pour le traitement et pour tous les problèmes qui en découlent chez les malades qui n'ont pas été diagnostiqués. Alors quand on dit 15% de la population est insomniaque, est-ce que ça veut dire que si on est insomniaque un jour, on est insomniaque toujours, puisque vous avez dit chronique? Voilà. Alors on distingue l'insomnie aiguë. Tout le monde peut avoir un problème très aigu qui l'empêche de dormir pendant quelques jours, quelques semaines, mais la nature reprend ses droits en principe et on revient à une situation normale au bout de quelques semaines. Si le trouble persiste plus de 3 mois, alors on parle de maladie chronique. Okay. Et là, c'est 15% de la population, donc ces gens ont des spécificités, des caractéristiques que tout le monde n'a pas. Ils sont venus au monde avec, la maladie se développe un jour et la vulnérabilité reste toujours. Alors, c'est pas parce qu'on est insomniaque et qu'on reste insomniaque que c'est aussi sans issue et qu'on ne peut pas soigner cette maladie. Ça se prend très bien en charge. Si vous souffrez d'une hypertension, vous prenez votre médicament antihypertenseur, tout va bien, les choses se passent bien, vous l'arrêtez, l'hypertension réapparaît. Donc là aussi, vous restez malade toute votre vie, mais ça se soigne et ça se prend en charge très très bien à l'heure actuelle. Alors, quelques explications peut-être sur l'aspect physiologique du sommeil. Oui, c'est très intéressant, évidemment. C'est un long chapitre, on pourrait en parler très longuement. Je vais essayer d'être assez bref. Alors, il faut bien se rendre compte que l'être humain est un animal diurne, en effet, pour fonctionner le jour et pour dormir la nuit. Et ça, c'est le résultat d'une évolution de plusieurs millions d'années qui ont fait que notre cerveau a développé des mécanismes très complexes qui permettent de donner un signal quand il faut dormir et de donner un signal quand il faut se réveiller. Il y a 2 mécanismes majeurs qui interviennent là-dedans. La lumière, donc nous avons sur la rétine des cellules spécialisées qui ne font que transmettre à l'horloge biologique que nous avons dans la tête l'état de luminosité qui nous entoure, pour savoir si le matin, quand la lumière augmente, on va plutôt avoir tendance à déclencher des mécanismes de libération d'hormones qui vont nous réveiller, et exactement le contraire le soir. Et donc on a vraiment des fenêtres, on a développé des fenêtres du réveil, des fenêtres de l'endormissement, et à peu près 80% de la population a une fenêtre d'endormissement entre 22 et 24 heures. Okay. Et à contrario, à peu près la même proportion de gens ont une fenêtre de sommeil entre 6 et 8 heures du matin pour se réveiller. Après, vous avez toujours des exceptions. Donc il y a des gens qui sont extrêmement du matin ou extrêmement du soir. Et tout ça est interprété dans le contexte de la présence d'un trouble ou pas. Alors quand on dit que les fausses croyances ou pas et que les heures avant minuit comptent double. Non, c'est effectivement une fausse croyance. Une croyance de nos grands-mères, évidemment, dont j'ai entendu aussi très très longtemps quand j'étais enfant. Voilà. Le bon moment d'aller coucher, je parle de la physiologie, donc je ne parle pas de tout ce qui vient polluer notre sommeil et qui fait qu'on adopte des habitudes qui ne sont pas propices à bien dormir. L'individu du matin va se réveiller plus tôt que les autres et parfaitement bien fonctionner, et même bien fonctionner le matin, alors que l'individu du soir va plutôt faire des travaux intellectuels, des préparations de mémoire et étudier parce que c'est le meilleur moment pour lui, et il va aller accoucher un peu plus tard. Ce qui est important, c'est que nous avons tous, de l'âge adulte de 18 ans jusqu'à notre mort, une structure de sommeil qui est assez comparable, avec des cycles de sommeil qui se répètent, et c'est la qualité du cycle et du sommeil qu'on y trouve qui va faire que ce sommeil est réparateur et apporte quelque chose tant à notre fonctionnement diurne qu'à notre santé, ou pas, en fait. Et là, on rentre dans le problème de la pathologie. Ça va, Nicolas? Ça va, Nicolas? Oui, ça va. Je vais éviter de trop parler parce que je vais faire tout. Pas ça non plus avec la barbe.
Oui, pas facile pour Caroline. On doit s'adapter à toutes les situations. Bah oui, je me doute, n'importe qui peut venir faire, est susceptible de venir faire un test du sommeil, donc chevelu ou pas, en fait, Tout à fait. barbu ou pas. Alors, justement, vous le disiez, que le matin, le fait que la lumière arrive, etc., c'était la phase, du coup, diurne. Et ce matin, on est allé à la rencontre de Virginie Massan, qui est docteure en psychologie, et elle nous en parlait, justement, de cette importance d'aller à la lumière dès le matin. Je propose qu'on l'écoute. Virginie, vous êtes docteure en psychologie, spécialisée en somnologie. C'est bien ça. On est ici dans votre milieu de travail, et pas que le vôtre d'ailleurs, puisque c'est un peu l'équipe pluridisciplinaire. C'est l'unité en fait qui étudie le sommeil. Ici, oui, c'est ça. C'est le centre névralgique, l'unité des troubles du sommeil de Saint-Luc-Bouge. Voilà, il se passe plein de choses autour de nous. Alors on entend souvent une réflexion, et vous allez vraisemblablement me dire que c'est un petit peu ridicule comme réflexion. On dormira quand on sera mort, alors qu'en fait, si on ne dort pas, on va mourir plus vite. C'est essentiel de dormir, mais on n'est quand même pas tous égaux face au sommeil. Non, après c'est bien une réflexion de notre temps et de notre société actuelle en fait qui a quand même fort tendance à négliger ses besoins de sommeil et de se mettre quelque part volontairement en privation de sommeil, alors que, comme vous venez de le dire, le sommeil c'est un besoin fondamental en fait pour notre santé mentale et physique. Et voilà, dormir moins que 6 heures va represser le seuil pour la santé. Et va représenter un risque au niveau cardio-métabolique, donc des problèmes de surpoids, de diabète et de cardiopathie, mais également de troubles de l'humeur, toutes des comorbidités médicales ou psychiatriques importantes. Dont on n'a pas nécessairement conscience. Déjà, le surpoids, on n'y pense pas nécessairement, mais même, il y a des personnes qui pensent que ça ne va pas nécessairement être préjudiciable. Mais par contre, vous avez dit minimum 6 heures. Est-ce qu'il y a un maximum? Et puis, il y a aussi petits dormeurs, dormeurs moyens et gros dormeurs. Oui, alors au niveau de ce qu'on considère comme la durée idéale de sommeil, 65% des personnes vont dormir entre 7 et 8 heures. Voilà. En moyenne, plus ou moins 7 heures, même si on voit que maintenant les dernières études nous montrent qu'on est à 6h50, donc on évolue vraiment vers une privation. Mais après, il y a des gens qui sont des petits dormeurs, et ça représente 29% de la population, donc sans conséquence la journée, en étant fit la journée. Et donc 29%, c'est quand même une personne sur 3, tandis que des gens qui sont des longs dormeurs, 9 heures, 10 heures de sommeil, ça ne représente que 6%. Après, cette durée de sommeil, elle va aussi un peu évoluer en fonction de l'âge. Mais en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que quand on demande aux gens, finalement, combien de temps est-ce que vous avez besoin pour dormir, les gens vont nous dire, plus ou moins, voilà. En tout cas, 55% des gens vont se dire qu'ils dorment moins que ce qu'ils ont besoin. C'est dû à quoi, ça ? Et donc, quand on leur demande combien, 9, 10 heures, ils vont avoir tendance à surévaluer leurs besoins de sommeil. Et ça, c'est vraiment aussi l'évolution de notre société, où c'est sûr qu'on a perdu un certain nombre d'heures, 1h30 depuis les années 60 avec l'intervention, des télés, des trajets, de la lumière, etc. Des habitudes de vie. Des habitudes de vie, qui impactent la durée de sommeil, mais aussi la charge mentale, et ces boulots de plus en plus multitasking, pour lequel, en fait, il va y avoir une fatigue, en fait, importante. Et dans fatigue, il y a une fatigue physique et une fatigue psychique. Et finalement, si j'ai ruminé toute ma journée ou toute ma nuit, etc., je vais être complètement fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je m'allonge, je me repose, mais après, j'ai plus forcément envie de dormir. Et plus je serai fatiguée d'essayer de dormir, mais suffisamment somnolent que pour pouvoir réussir à dormir. À dormir correctement. Voilà. Vous avez parlé de charge mentale. Est-ce que la femme se sent plus souvent, justement, fatiguée que l'homme? Est-ce qu'il y a plus de plaintes au niveau des femmes par rapport au sommeil? Alors, c'est sûr que l'insomnie, c'est une maladie, donc c'est une maladie de femme. Alors c'est bien, là on va vraiment parler de l'insomnie. Donc on a dit, il y a effectivement les petits dormeurs, les dormeurs moyens, les gros dormeurs, mais il y a aussi des gens qui ne savent pas dormir. C'est quoi exactement l'insomnie et à l'opposé l'hypersomnie? Et donc l'insomnie, je vous disais que c'est avant tout une maladie de femmes qui va toucher presque, j'ai envie de dire, depuis le Covid, ça s'est quand même encore aggravé, et donc peut-être les 10-15% en fait de la population. Et
Donc on va retrouver alors des plaintes de difficultés d'endormissement, d'éveil nocturne, de réveil matinal précoce, mais avec aussi un retentissement diurne, donc une fatigue, des difficultés au niveau de la concentration de l'attention et tout un retentissement au niveau de la vulnérabilité émotionnelle, une sensibilité accrue au stress et alors tout l'impact sur le retrait des activités de loisirs, etc. et le repli sur soi. Et donc c'est des gens qui vont avoir un état d'hyper-réveil en fait, de fond, un état de qui-vive, ce qui est manifeste au coucher. Et donc, voilà, commencer à pas bien dormir, à des difficultés d'endormissement, des éveils nocturnes. Et donc, progressivement, en fait, il y a ce qu'on appelle une triade cognitive qui se met en place. C'est un focus attentionnel sur le sommeil, avec l'intention, en fait, de réussir à dormir. Et du coup, la mise en place en fait, de comportements, de stratégies d'effort pour réussir à dormir. Et ces comportements, donc on va mettre en place en espérant récupérer de cette fatigue ou d'avoir un temps de sommeil qui soit suffisant. Eh bien, ces comportements vont contribuer en fait, à décaler l'horloge biologique et progressivement en fait, entraîner le cercle vicieux de l'insomnie chronique. Donc en fait, ça veut dire que les gens ne sont pas nécessairement éduqués aux bonnes habitudes, mais on va en parler, hein, oui. Ça, de l'aspect environnemental. Mais juste pour être bien précis, à partir de quel moment on peut dire qu'on est insomniaque ? Alors, on est insomniaque quand on a des grosses difficultés pour s'endormir, qu'il faut plus qu'une demi-heure, quand voilà, plus qu'une demi-heure, qu'on a des éveils nocturnes et qu'on est dans l'impossibilité de se réendormir. Quand on dort moins de 6 heures. Quand on dort moins de 6 heures par nuit et quand la journée se met tout en place, en fait, une fatigue importante et tout mentalement, la peur de ne pas savoir tenir le coup, l'impression d'avoir des capacités diminuer à faire face, en fait. Et à l'inverse, l'hypersomnie, c'est quand on dort trop. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, l'hypersomnie, c'est effectivement une somnolence diurne en fait, qui est très importante, malgré une durée de sommeil de 9 à 10 heures. Et donc, on voit ces gens qui sont avec des besoins irrépressibles de sommeil et avec la nécessité de faire des siestes et parfois de multiples siestes en fait, la journée. Maintenant, ce sont des maladies comme la narcolepsie qui sont quand même relativement rares. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que 75% des personnes qui sont déprimées vont avoir des plaintes en fait d'hypersomnie, ou bien nos jeunes qui se décalent et qui sont somnolents la journée parce qu'ils sont en dette de sommeil, vont avoir ou rapporter des plaintes en fait d'assoupissement la journée, mais tout ça doit être bilanté au sein d'un centre comme vous avez ici. Voilà. Différence entre somnolence et fatigue. Mais donc la fatigue, c'est le fait d'avoir fait trop d'activités, de manière trop intense et trop prolongée. Et je vous disais tout à l'heure, il y a une fatigue qui va être physique et psychique. Si je vais commencer à cogiter et avoir ce cerveau en ébullition, je vais être fatiguée. Je m'allonge, je me repose et après, j'ai plus forcément envie de dormir. Tandis que la somnolence, c'est le ptosis des paupières, perte de tonus au niveau axial et un endormissement objectivé. Et seule la somnolence, en fait, permet de s'endormir. Voilà, je ne sais pas répondre à votre question. Oui, tout à fait. Alors, l'environnement a énormément d'importance sur la qualité de notre sommeil et sur nos facilités ou pas à s'endormir. Quels sont vraiment les points cruciaux dont il faut tenir compte ? Alors, je dirais que les principales recommandations, c'est de garder des horaires en fait, de lever et de coucher qui soient similaires, que l'heure de lever est important qu'elle soit fixe, autant la semaine que le week-end. Même si on va dormir plus tard ? Oui, en tout cas, l'horloge supporte un décalage de maximum 1h, 1h30. Et que si vous êtes insomniaque, ne vous décalez pas. Je pense respecter vos rythmes et vos besoins, de s'exposer à la lumière le matin. Tout ça va aider à la synchronisation et la rythmicité. Pas spécialement à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur. Oui, à l'extérieur, il y a plus de luxe, même quand il fait couvert à l'extérieur. Promener le chien. Oui, aller promener le chien, si c'est possible, le matin pendant
40 minutes. Je dirais aussi de privilégier une activité physique la journée, mais non pas trop tard le soir, parce que plus vous allez bouger, plus ça va faire monter votre température. Et donc la température étant un des synchroniseurs qui participent au mécanisme de l'endormissement, vous aurez plus de mal pour vous endormir. Je dirais modérer la consommation de café en journée, Caféine, à partir d'une certaine heure. Voilà. Je pense aussi, pareil au niveau des repas, pas manger trop copieux le soir, parce que la digestion va aussi augmenter votre température et peut entraîner plus de difficultés pour tomber endormi. Moi, je dirais aussi déconnectez-vous. Voilà. Faites un couvre-feu digital au moins 1h30 avant votre coucher, parce que notre cerveau, c'est pas un interrupteur on-off et il va avoir besoin de détente, et donc privilégier l'activité de détente au coucher. Et détente, c'est pas les écrans, non, on est bien pas d'accord. d'écran. Là, vraiment couvre-feu digital, 1h30 avant d'aller au lit. Okay, scroller, très mauvais. Le problème de scroller, le problème, c'est que c'est l'exposition à la lumière, et que du coup, étant donné que plus vous allez vous exposer à la lumière, ça va impacter la sécrétion de notre mélatonine. Et la mélatonine, c'est aussi un des seuls synchroniseurs qui peut ouvrir la porte d'entrée du sommeil. Et donc ça va entraîner un retard de production, donc un retard de phase, mais ça va aussi altérer la qualité et la durée des cycles de sommeil. Et après, je dirais aussi que la chambre doit être chauffée, agréable. 18 degrés. Voilà. Et puis, essayez de pas passer trop de temps dans votre lit, de réserver votre lit à votre sommeil. Voilà. C'est intéressant de savoir. Donc, dans le lit, on y dort et on ne commence pas à regarder nos écrans. Voilà, travailler. Et même, si vous n'êtes pas insomniaque, vous pouvez lire quelques pages. Mais si vous avez des difficultés, c'est mieux de réserver votre lit à votre sommeil. Alors, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est ma visite suivante, je vais à la rencontre de Laurence, qui a suivi ici un atelier. Et dans cet atelier, en fait, que vous donnez avec certains collègues, c'est de se rééduquer au sommeil. C'est pour les insomniaques. Oui, c'est un atelier. Donc, c'est un atelier qui, en fait, c'est ce qu'on appelle la prise en charge de l'insomnie. C'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie. Et donc, elle est fondée sur des données probantes, et elle vise en fait à instaurer des nouveaux comportements sains en lien avec la physiologie du sommeil pour recadrer l'horloge, mais également en fait prendre conscience en fait non seulement de son état émotionnel, mais également de ses pensées et de ses croyances par rapport au sommeil, qui sont parfois même si très répandu, dysfonctionnel, et afin de reformuler ses pensées pour remettre en cause un peu l'évidence de ses pensées et pouvoir se dire finalement, tenir des pensées qui soient plus adaptées en fait et plus neutres par rapport au sommeil. Et donc c'est un atelier qui se déroule en 5 séances. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. L'environnement est important, évidemment, la chambre, les conditions avant d'aller dormir, etc. Mais aussi, on en a parlé avec Virginie, le côté charge mentale, le stress, en fait, c'est quand même aussi un facteur déterminant sur les troubles du sommeil. Clairement. Le sommeil devrait être un moment privilégié, il devrait être protégé, et il devrait en fait être même préparé pour se mettre dans des bonnes conditions pour dormir. Alors, depuis un siècle, on a tout chamboulé. On éclaire comme on n'a jamais éclairé, les villes sont extrêmement illuminées le soir, on a introduit les smartphones il y a pas tout à fait 15 ans, et donc on a perturbé le mode de vie aussi. Les contraintes sociales, les contraintes professionnelles, les crises successives sont autant d'événements qui viennent amener du stress, qui n'est pas du tout propice évidemment à trouver un bon sommeil le soir. Et donc là, c'est la raison pour laquelle il faut essayer, dans la mesure du possible, de préparer son sommeil, de se mettre dans des bonnes conditions, de ne pas travailler 1 minute encore avant d'aller dormir ou d'être sur son ordinateur. Et il faut essayer effectivement de laisser ses charges mentales, son stress dans le salon ou dans la cuisine avant d'aller coucher. Après, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont plus anxieux que d'autres. Clairement. Tout le monde
n'a pas de trouble du sommeil non plus. Exactement. Donc quelqu'un qui ne présente aucun problème dans son fonctionnement diurne et qui a un sommeil qu'il estime correct, il ne faut pas non plus médicaliser à outrance les gens. On a parlé effectivement de troubles du sommeil, mais ils sont classifiés, ces troubles. Oui, donc on travaille sur une classification internationale, donc tout le monde parle le même langage depuis déjà plusieurs années. On appelle ça d'ailleurs la classification internationale des troubles du sommeil, qui a été revue récemment, en 2023 de mémoire, et pour lequel il existe de très nombreuses maladies de sommeil. Ça ne se cantonne pas à l'insomnie ou à l'apnée du sommeil. Voilà, ça c'est ce qu'on connaît en règle générale. Mais ces maladies ont été regroupées en 6 grands chapitres, je vais le dire comme ça, où le premier est l'insomnie. Voilà, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Viennent ensuite les troubles respiratoires du sommeil. Je vous parlais de l'apnée juste avant. Viennent ensuite les problèmes d'hypersomnie, les gens qui dorment de trop en fait. Et puis vous avez les troubles qu'on appelle de l'horloge ou les troubles circadiens, les décalages de phase, ces choses-là. Vous avez ce qu'on appelle les troubles moteurs du sommeil, dont le syndrome de jambes sans repos, par exemple. Nicolas, éventuellement, oui. Voilà, et une dernière catégorie, un dernier chapitre qui prend les parasomnies, en fait. Les Parasomnies, le somnambulisme, les terreurs nocturnes. Ah oui, aussi. Voilà. D'accord. Enfin, le somnambulisme, ça ne concerne quand même pas une grande partie de la population. Enfin, ça reste quelque chose d'assez étrange, en fait. Hein. C'est plus répandu qu'on pourrait le penser. C'est vrai ? C'est quasiment physiologique chez l'enfant. Donc voilà, et c'est lié au développement cérébral de l'enfant et ça disparaît en général, donc on rassure les parents. Mais certains adultes gardent des troubles insomniaques, des troubles de type par exemple somnambulisme à l'âge adulte. Alors ça fait sourire, on a l'image de la personne qui avance les bras tendus. Ben oui, c'est ça, c'est pas ça du tout en fait. Mais c'est pas ça du tout. Et autant banalisé il y a quelques années, autant on se rend compte que ça amène quand même à plus de fatigue et plus de problèmes dans le fonctionnement diurne. Donc on a tendance à les traiter. Et l'insomniaque adulte, un des facteurs de vulnérabilité ou de fragilité, par exemple, c'est le manque de bon sommeil ou le stress. Et donc, c'est les éléments qu'on va prendre en charge en premier pour essayer d'améliorer les plaintes. Donc ça se traite aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, tous les troubles du sommeil peuvent se traiter. J'irai pas jusque-là. Presque tous les troubles du mais sommeil. l'immense majorité se traite, je veux dire, assez bien ou assez facilement. Alors on parlait de l'environnement, il y a une manière aussi de se rééduquer. Virginie en parlait avec les ateliers. Et nous, on est allés à la rencontre de Laurence qui a suivi justement un de ces ateliers. Donc je propose qu'on regarde un petit peu ce qu'elle nous a expliqué. Mais je me retourne quand même vers Caroline et Nico parce que j'ai l'impression qu'il est quasi prêt là. On dirait une momie. Encore 5 minutes et c'est bon. Bah, C'est prêt pour passer la nuit. Bah merci en tout cas, Caroline. Merci à vous. On regarde tout de suite le témoignage de Laurence. Alors Laurence, vous avez suivi le groupe Insomnie, c'est comme ça que s'appelle l'atelier pour rééduquer le sommeil. Mais ça s'est passé comment au départ ? Vous avez consulté parce que vous avez des problèmes d'insomnie ? En fait, au départ, j'avais de plus en plus de mal à m'endormir et me lever le matin. Donc, mon médecin m'a conseillé d'aller quand même passer une nuit à la clinique du sommeil. Et là, on a décelé que j'étais insomniaque. Alors, pour moi, insomniaque, déjà, c'était un peu un mot, ça me faisait un petit peu peur. On a également décelé que j'avais des problèmes cardiaques. Donc, pourquoi ça sert, c'est assez utile aussi cette nuit à la clinique. Et on m'a proposé 2 types de thérapies pour traiter ces insomnies. La thérapie seule, avec un psychologue et un somnologue, et la thérapie de groupe, qu'on m'a fortement conseillée. Et justement, le fait que ça se passe en groupe, ça vous a apporté quelque chose ? Énormément. Alors, la première chose qui est vraiment importante à savoir, c'est qu'on ne se sent pas seul. Donc, quand on arrive là, on se dit qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de sommeil, qui n'en parlent pas forcément. Et ça a été vraiment le point où on se sent soutenu, écouté. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'était vraiment le plus des séances de groupe, en fait. Et le partage ? Le partage, les échanges, les expériences des uns des autres. Chacun a des types d'insomnie différentes. Moi, j'étais la seule du groupe, à la limite, à avoir un problème d'endormissement. D'autres s'endormaient très facilement, mais se réveillaient à 3-4 heures du matin. Moi, c'était l'endormissement. C'était un réveil, voire 2 ou 3 nocturnes. Et puis, très difficile à me rendormir. Et puis tout ça, on l'apprend en fait à ces cours de rééducation du sommeil.
Ça se passe en combien de modules? Alors ça se passe en 4 modules de 2 heures chaque fois. Et à la fin de ces 4 modules, on se revoit 2-3 mois plus tard pour refaire un petit peu le point, justement, voir tout ce qu'on a mis en place, voir si ça tient dans le temps. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, ce qu'on a mis en place, moi j'étais une liseuse dans mon lit. Donc moi je me mettais au lit en me disant, je vais en fait me reposer, mon corps est détendu, même si je ne m'endors pas tout de suite, j'aime lire, mais je ne lisais qu'au lit. Alors ça, déjà, un gros point négatif, il faut vraiment proscrire la lecture dans le lit. Donc ça, j'ai arrêté. Aller dormir au départ, donc on nous conseille de réduire nos fenêtres de sommeil, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc s'obliger à aller dormir à une telle heure. Donc moi au départ, on m'avait imposé du genre minuit 6 heures, week-end compris. Et après une quinzaine de jours, on augmente la fenêtre de sommeil. Et alors ce que les thérapeutes nous demandent, c'est de remplir tous les jours un agenda du sommeil qui va permettre justement de pouvoir dire peut-on augmenter ou pas la fenêtre de sommeil. Alors le but de réduire cette fenêtre de sommeil, c'est pour être fatigué et avoir plus facile de dormir? Voilà, en fait, ce qui se passe chez un insomniaque, c'est qu'en général, on se traîne toute la journée. Mais je ne me sentais pas mal fatiguée, du mal à me lever, du mal à m'endormir. Mais ici, ce qu'on provoque justement, c'est un état de fatigue extrême en allant justement dormir plus tard, en se levant, en ne traînant pas au lit le matin, en se levant quand le réveil sonne, y compris les week-ends. Ce qui veut dire qu'on a des vrais coups de barre la journée où on peut vraiment s'arrêter, bâiller et tout. Donc là, interdiction de pouvoir passer à la petite sieste qui, on pense au départ, peut réparer, mais absolument pas. Donc on arrive le soir dans un état parfois très compliqué. Franchement, le début de la thérapie, c'est assez compliqué, il faut reconnaître, où on n'en peut plus de fatigue. Mais là, du coup, quand on se met au lit, on s'écroule en 5-10 minutes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire au lit? Et du coup, on fait comment? Alors, ne pas lire au lit, donc on conseille de lire tout simplement dans un fauteuil, dans le divan, pas de problème. Regarder la télé, on peut également, jusqu'à l'heure, en fait, donc on nous a conseillé de suivre. C'est pas les mêmes types d'écran, c'est pas la même lumière. Voilà, hein. par contre, c'est proscrit, de regarder les GSM, les tablettes, au minimum 2 heures avant d'aller dormir. La même chose, on a aussi des croyances, on se dit on va boire un petit verre de vin le soir, ça va faire du bien, pas du tout. Donc c'est vraiment se poser les 2 dernières heures avant d'aller dormir. Mais effectivement, moi j'ai commencé à enchaîner des séries Netflix pour tenir le coup, parce que je n'allais jamais dormir très tard. Et comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué au début, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle. Et là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc on lit en dehors du lit et si on se réveille la nuit, on peut lire aussi, mais des choses ennuyeuses, c'est ça? Voilà, donc comme j'avais expliqué, en fait, si effectivement on a encore un sommeil nocturne, on se lève, on évite, si on dort à l'étage, de redescendre, on trouve une pièce, une chambre d'amis ou un bureau dans lequel on s'installe avec une petite lampe. Et alors là, on va faire pendant 20 minutes on va lire ou faire quelque chose qui intellectuellement nous ennuie, mais vraiment beaucoup. Donc là, moi, j'avais pris un mode d'emploi, un bête mode d'emploi. Et à un moment, je vous avoue que tenir 20 minutes quand on est très fatigué, les yeux ouverts, et ça, c'était obligé. C'est vraiment oui, l'espace qu'il faut garder, cette fenêtre-là de 20 minutes. Et après, je vous assure que le cerveau se dit ah non, moi je veux plus ce genre de truc, qu'est-ce qu'elle me fait lire? On se remet au lit et dans les 2 minutes, on dort, ça c'est certain. Ça a duré combien de temps? 2 mois plus ou moins, c'était 4 modules de 2 heures tous les 15 jours, c'est ça? Oui, plus ou moins. Donc, en gros, c'est en 2 et 3 mois, suivant les disponibilités de chacun aussi. Mais par contre, les résultats sont très, très, très rapides. Moi, je peux dire que, personnellement, dès la première semaine, j'ai passé des nuits complètes, ce qui ne m'était plus arrivé, je pense, depuis des années. Même si la fenêtre de sommeil est courte, donc c'est-à-dire au départ 6 heures, quand on dort déjà 6 heures d'affilée, c'est pas mal. Et puis après, on augmente, comme je vous ai expliqué. Et moi, je pensais être une grosse dormeuse. Je pensais avoir besoin de 8-9 heures de sommeil, mais je vous assure qu'avec 7 heures de sommeil sans se lever, c'est largement suffisant. Alors, c'est efficace quand on suit ces règles-là, mais quand on est insomniaque, est-ce que si on arrête ces rituels, est-ce que ça fonctionne encore? Ça fonctionne pendant un temps.
Hein, et puis alors après, si effectivement on fait plus trop attention parce que la vie fait que, on se dit bon c'est bon, maintenant je dors bien, petit à petit, et moi justement ça tombe bien qu'on se voit maintenant, j'ai eu ça, je me suis fait la réflexion il y a à peu près un mois d'ici, j'avais de nouveau énormément de difficultés à me lever le matin, beaucoup plus de temps pour m'endormir aussi le soir, et là je me suis dit bon, le cocotte, on remet les choses en place, on va retravailler le sommeil plus sérieusement, et donc j'ai réinstauré ce système, réveil, le matin, le week-end y compris. En allant dormir, moi, je me suis mise une fenêtre de 23h30, 6h30 pour démarrer. Et après une semaine, j'avais déjà passé une nuit complète. Je me levais beaucoup plus facilement le matin. Et là, justement, avant notre petite interview, je viens de passer 4 nuits d'affilée où j'ai dormi 7h15. Donc, sans avoir de réveil nocturne. Et franchement, ça change la vie. Alors là, d'ici une semaine, à mon avis, je vais de nouveau augmenter un petit peu cette fenêtre de sommeil. Mais voilà, c'est très simple à mettre en place en fait, mais un insomniaque doit le faire régulièrement. C'est-à-dire qu'on nous interdit, les thérapeutes nous expliquent que le fait de faire une sieste ne va pas compenser le manque de sommeil de la nuit. Donc ça, il faut vraiment proscrire. C'est vrai que là, actuellement, j'ai encore des coups de barre la journée, effectivement, mais quel régal le soir quand je peux me mettre au lit et me dire dans les 5 ou 10 minutes, je dors. Donc, effectivement, la sieste, j'oublie, c'est sûr. Donc très satisfaite. Ah oui, tout à fait. Et je recommande ça à tout le monde. Et contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas très compliqué, en fait. Et surtout, c'est très, très rapide. Les résultats sont vraiment très rapides. Merci Laurence. De rien, avec plaisir. Très intéressant cette rééducation au sommeil via ces ateliers. Par contre, je vais rebondir sur quelque chose que Laurence a dit. On parlait justement tout à l'heure du fait que l'insomnie, c'était quand même chronique. Et là, on le sent bien. Elle dit, dès que je perds un petit peu, ça fait beaucoup d'effets, ça fonctionne. Mais si, à un moment donné, je suis moins stricte dans ma routine, etc., je dois parfois reprendre ces bonnes habitudes que j'ai apprises à l'atelier. Tout à fait. Un trouble chronique, on l'a dit juste avant. Donc ça veut dire que si malheureusement on est prédisposé, on va garder ça toute sa vie. Alors, les ateliers dont vous parlez, on appelle ça la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. C'est une prise en charge qui est reconnue et validée depuis des années avec une littérature abondante. Les Canadiens, pour la petite histoire, qui ont mis ça en place il y a plus de 20 ans, un monsieur qui s'appelle Charles Morin, psychologue aussi, qui s'est fait une réputation internationale là-dessus, dont on suit encore les enseignements à l'heure actuelle. Par contre, ce que vous voyez dans la littérature, c'est qu'à l'inverse de toutes les autres prises en charge, celle-ci se maintient, parce qu'il y a une partie d'éducation, en fait, et donc on donne les outils à la personne qui souffre d'insomnie chronique pour se prendre en charge et remettre ça en place, puisqu'il y a beaucoup d'éducation là-dedans, quand les symptômes commencent à revenir. Et donc, à l'inverse de tous les somnifères ou autres traitements que vous pourriez voir à disposition de la population générale, celui-ci, et c'est bien documenté dans la littérature scientifique, se maintient dans le temps, en fait. Quels sont les signes qui doivent nous alerter par rapport à notre sommeil? Corinne, c'est énorme, il y en a plein. Ça, c'est un chapitre très vaste, en fait, auquel on pourrait consacrer toute une émission. Donc voilà. Mais en fait, globalement, on peut regrouper plusieurs catégories. Et donc, il y a des gens qui vont se plaindre de leur sommeil. L'insomniaque, par exemple, voilà, donc il souffre parce qu'il se réveille régulièrement la nuit, parce qu'il ne sait pas se réendormir, parce qu'il est fatigué le matin, qu'il a un épuisement physique en cours de journée, ça diminue les seuils du stress, de douleur, de vulnérabilité aux infections. Vous avez des gens qui dorment très bien la nuit, mais qui ont des problèmes de fonctionnement en journée, ou des problèmes de santé. Donc les cardiologues, par exemple, pour ne pas les citer, sont de plus en plus attentifs au sommeil des gens. Et pour peu qu'ils aient une hypertension difficile à contrôler, ou un trouble du rythme, une fibrillation auriculaire par exemple, ils vont poser la question chez des gens s'ils dorment, s'ils ronflent, s'ils sont fatigués, voir s'ils sont en surpoids. Et très vite, ils vont aller vers l'unité de sommeil pour demander un test de sommeil pour exclure un syndrome d'apnée du sommeil. En dehors des cardiologues, dans les maladies justement qui peuvent vraiment être inhérentes à un mauvais sommeil,
Ah, mais c'est très vaste aussi en fait, hein. Donc ça va de l'accidentologie, c'est la première source d'accidentologie en population générale avant même l'alcool, hein. Donc c'est les problèmes de fatigue et de somnolence. Des choses comme ça. Tout à fait. Nous avons des urologues qui nous envoient des patients pour des bilans de gens qui doivent faire pipi 3, 4, 5, 6 fois par nuit sans aucun problème urologique. Ça c'est parce qu'on a bu beaucoup le soir, non? Non, pas du tout. Par exemple, dans l'apnée du sommeil, vous libérez des hormones spécifiques qui ont un effet diurétique et qui fait que vous vous réveillez. C'est assez pathognomique, assez caractéristique de la maladie. Et vous avez comme ça une multitude de symptômes qui peuvent amener en fait à consulter dans une unité de sommeil ou chez un somnologue, plus globalement. D'où l'intérêt de l'équipe pluridisciplinaire aussi, parce que là j'entends bien que ça peut partir un petit peu dans toutes les disciplines. Clairement. Et il faut bien se mettre en tête que la médecine du sommeil, la somnologie, est une science assez récente, en fait, pour laquelle maintenant il y a énormément de publications, de travaux scientifiques qui sont faits parce qu'il y a une prise de conscience au niveau médical de l'importance de bien dormir. C'est 30% de notre vie, mais qui sont absolument capitales, essentielles. Un enfant qui ne dort pas bien est un enfant qui ne grandit pas, parce que l'hormone de croissance est sécrétée uniquement quand vous dormez. Les gens qui travaillent la nuit, les veilleuses à l'hôpital par exemple, développent plus de cancers, et en particulier de cancer du sein, que les gens qui dorment la nuit bien et qui sont actifs en journée. Oui, le milieu du travail, évidemment, a beaucoup d'impact aussi. L'obésité, la prise de poids, donc on a une multitude, le diabète, le déséquilibre du diabète, le développement des maladies cardiovasculaires, et pas que chez l'apnéique, aussi chez l'insomniaque. Il y a une population d'insomniaques à courte durée de sommeil qui va développer des maladies cardiovasculaires du fait qu'il y a une activation de l'axe du stress qui est très intense pendant la nuit. Ce sont des gens qui font des infarctus ou de l'hypertension très jeunes. Alors le mieux, plutôt que d'aller sur un moteur de recherche, c'est de venir rencontrer le médecin, les spécialistes. Le mieux, c'est d'en parler à son médecin traitant. Et qui redirige en fonction. Voilà, qui est un élément Toujours essentiel du dispositif. Ligne de soi. Voilà. Ouais. Et de là, d'avoir suffisamment de formation et suffisamment de sensibilisation au sommeil, ce qui n'est pas forcément évident. C'est pas bien enseigné en faculté de médecine en Belgique en 2026. Pas encore, et ça c'est dommage. Donc ça commence par là, avec une action de sensibilisation, avec un tri, un diagnostic différentiel, comme on dit, donc pour voir si là en dessous il pourrait y avoir un problème de sommeil, et alors orienter ou diagnostiquer à bon escient. Autre solution aussi, c'est de vous poser directement la question à vous, docteur Frognier. Et donc, on a quelques questions ici de patients qu'on a récoltées dans le hall d'entrée ce matin. Allons-y, Corinne. Bonjour, à partir de 70 ans, combien d'heures de sommeil est conseillé? En tout cas, Nicolas, il dort bien. On va le laisser dormir. On va le laisser dormir. Alors effectivement, hein, Virginie en a parlé tout à l'heure, elle a parlé des petits, moyens et gros dormeurs. Ici, c'est plutôt au niveau de la phase dans laquelle on est de notre vie. C'est vrai qu'enfant, on a besoin de 12 heures. Et après 70 ans, est-ce qu'on a besoin de moins d'heures de sommeil? En fait, globalement, vous venez de le dire rapidement, on commence notre vie en ayant énormément de besoins de sommeil. Il y a là-dedans une maturation du cerveau qui intervient. Jusqu'à 18-20 ans à peu près, on doit dormir 8-9 heures, ça devient de plus en plus rare. Hein. Et puis petit à petit, en fait, nos besoins de sommeil, notre durée de sommeil diminue avec le temps. Alors, on a, en vieillissant, un sommeil qui devient plus fragmenté, donc plus vulnérable, raison pour le protéger plus. Et puis il y a une règle qui prévaut chez l'adulte quand même, c'est que le nombre d'heures pour un individu, il n'y a pas d'équation, de définition stricte. Qu'est-ce qu'on a besoin en fait? Et on dit toujours qu'en fait, le nombre d'heures nécessaires est le nombre d'heures pour fonctionner normalement en journée. Voilà. Donc, bonne réponse à cette question. Merci. On écoute la question suivante. Avec plaisir. Bonjour docteur, j'ai une question à vous poser. Je souffre des jambes sans repos. Que puis-je faire pour soulager ce problème? Ça, finalement, c'est un petit peu la raison supposée pour laquelle Nico fait un test du sommeil. Ok. Syndrome de jambes sans repos, donc on est dans la catégorie des troubles moteurs. On en a parlé juste avant. C'est une maladie qui s'apparente à une maladie neurologique.
ici chez des gens qui ont une anomalie. C'est que le fer, qui est indispensable pour certains mécanismes et certaines libérations de médiateurs cérébraux, des neuromédiateurs, a du mal à passer la barrière hémato-encéphalique. Et donc, on n'a pas assez de fer dans le cerveau et ça induit des problèmes lors de la transmission et la libération des neuromédiateurs. Pour faire très simple. Et globalement, ces gens, au fur et à mesure de la journée, vont avoir un mouvement qui s'épuise et avoir une symptomatologie qui classiquement apparaît dans les jambes en fin d'après-midi, mais qui peut toucher les membres supérieurs aussi. Oui. Et dans les formes sévères, qui peut apparaître de plus en plus tôt dans la journée. Alors, 11% de ces gens manquent de fer, donc la première chose est de s'assurer qu'ils ont un taux de fer nécessaire et suffisant au niveau sanguin. Il y a certaines habitudes ou certains produits qui vont interférer, qui vont aggraver le syndrome de jambes sans repos. La nicotine, donc les fumeurs, voilà, le fait de fumer peut aggraver le syndrome de jambes sans repos. Certains antidépresseurs vont effectivement aussi potentialiser le symptôme. Et donc là, on doit rechercher s'il n'y a pas quelque chose à corriger au début. Et si, malgré toute notre enquête à l'interrogatoire, on ne retrouve pas de facteurs favorisants, alors à ce moment-là, oui, on a des traitements qu'on peut proposer aux gens qui sont fort efficaces en fait pour traiter cette maladie. Bon, je suis sûre que Nico a écouté ça d'une oreille, il fait semblant de dormir. On va passer à la question suivante. Bonjour, je me demande si le fait de scroller sur le téléphone avant de dormir aurait un impact sur le sommeil, si oui, lequel ? Hormis le problème d'écran dont on a parlé avec Virginie, il y a aussi un autre souci en fait de scroller, je suppose. Bien entendu. D'une part, c'est extrêmement addictif. Et donc, quand vous faites quelque chose que vous aimez beaucoup, mais vous n'avez pas envie de vous en détacher. Et donc, on va avoir des gens qui finissent par terminer. On parle du téléphone, mais c'est exactement la même chose avec les jeux vidéo. Une série Netflix. On est dedans, une série Netflix, voilà, de se faire des séries. Et à un moment donné, quand vous éteignez la lampe pour vous endormir et qu'il est 3h du matin, et que vous devez vous lever à 7h, ça va poser un problème, effectivement. Et donc, il y a une dette de sommeil, avec tout ce que ça peut amener, à avoir un décalage de phase. Donc, des gens qui sortent du lit à 10h, à 11h, à midi, et ça amène des problèmes chez les enfants, les adolescents au point de vue apprentissage, et chez l'adulte au point de vue d'insertion professionnelle, oui. Clairement. Donc on laisse tout ça en dehors de la chambre. Ça, elle l'a bien dit, Virginie. Conseillé. Voilà. Question suivante. Bonjour. Alors, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une image disant que l'heure à laquelle on va coucher a un impact sur notre cerveau, notre corps. C'était du style, si on va dormir vers 21h, on rééquilibre notre corps. Si on va dormir vers 22h, ça rééquilibre notre cerveau. Et si on dort vers 23h, ça va favoriser la prise de masse, donc grossir. Si on dort vers minuit, on fait un déséquilibre. Donc, je voulais savoir s'il y avait une importance d'aller coucher à une certaine heure. Vraie ou fausse croyance ? Fausse, j'imagine. Fausse croyance, Corinne. Oui. C'est la qualité du sommeil qui est importante et c'est de respecter ces cycles de sommeil. On discutait tout à l'heure, c'est ça qui est important. Alors, je l'ai déjà dit, les gens qui inversent leur cycle parce qu'ils travaillent, les gens qui font la nuit sont plus sensibles à prendre du poids, à développer du diabète, à développer des cancers. Oui, donc encore une fois, on revient à l'importance du bon sommeil et de tous les phénomènes indispensables à la vie qui se passent là-dedans. Alors aller coucher à 21h ou à 22h n'a jamais fait maigrir personne. Dommage, parce qu'on le mettra en application dès demain. Voilà, ce serait validé, ce serait breveté et ce serait largement répandu. Et c'est l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas écouter et croire tout ce qu'on trouve sur Internet. Alors, on a aussi des questions qui ont été posées sur la page Facebook, avec notamment une question de Philippe qui nous dit que lui, il rêve toute la nuit. Alors, je ne sais pas du coup si ça l'embête ou pas, mais est-ce qu'effectivement, on peut avoir la sensation, certaines personnes de ne pas rêver et d'autres de rêver toute la nuit ? Tout le monde rêve, Corinne. Ça, c'est aussi extrêmement important. C'est un phénomène important dans la vie où finalement on sait de plus en plus que ça se passe dans un stade de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal ou sommeil REM. Et on rêve énormément. Et ça sert aussi à décharger son stress de la journée en fait et à réguler les émotions. Ça, on le sait depuis peu en fait. Et donc c'est quelque chose d'important. Vous rêvez, je rêve, tout le monde rêve. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Après, c'est bien de rêver. Ouais, c'est très très bien. Après,
on parle de rêver, donc c'est pas forcément quelque chose d'angoissant ou de gênant, à l'inverse du cauchemar qui lui peut devenir vite embêtant, vous poursuivre dans la journée et pour lequel on traite ça très très bien aussi. Alors les gens qui rêvent ou qui ont l'impression de rêver plus que d'autres et qui parlent à leurs voisins et qui disent moi je ne rêve jamais, on sait aussi depuis pas très très longtemps finalement que les gens qui ont un sommeil un peu plus fragmenté vont se rappeler de leurs rêves et donc sont capables de les restituer en journée à l'inverse de ceux qui ont un sommeil plus profond et plus continu. Alors vous en parliez justement des cauchemars et là c'est la dernière question. Là c'est quelqu'un qui est sous trazodone, qui prend 50 mg et qui dit qu'en fait c'est l'enfer parce que c'est cauchemar tout le temps. C'est plus embêtant ça. Trazodone c'est un antidépresseur et un effet secondaire de ces antidépresseurs est de donner des cauchemars. Donc c'est un effet secondaire du médicament. Le traitement médicamenteux n'est pas une solution au problème du sommeil. Or, certains cas très particuliers, notamment en psychiatrie, où c'est nécessaire, mais c'est une solution qui a été pendant des années extrêmement facile, prescrite dans le bic du docteur, mais qui ne règle rien à la longue, en fait. Et qui amène même des problèmes de santé supplémentaires, en vieillissant. Donc, arrêtez le médicament. C'est un cauchemar. Arrêtez le médicament ou changez, en tout cas, si... Traiter correctement, prendre en charge correctement le trouble. Voilà. Un tout grand merci, c'était super intéressant. Avec plaisir. Alors le mois prochain, on se retrouve pour parler de votre poids ou éventuellement de votre surpoids. Je vous rappelle également que vous pouvez revoir cette émission en replay sur YouTube. Et on vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Merci. Et bonne nuit. Tu m'abandonnes, maman Corinne? Je t'abandonne, mon petit Nicolas. Oh non. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.